C'est la Guinée qui nous intéresse ce jeudi avec notre invité. On va évoquer la question du troisième mandat d'Alpha Condé. Ce troisième mandat est-il consommé? Le président guinéen Alpha Condé, 82 ans, a été réélu dès le premier tour à l'issue de la présidentielle du 18 octobre dernier. Mais on le sait, les conditions d'organisation de cette présidentielle, le troisième mandat en lui-même ont été fortement contestés par l'opposition. Mais que Neni Alpha Condé a réussi à passer. Nous parlons donc de ce sujet tout de suite avec notre invité Komi Akpa. Bonsoir, monsieur Akpa. Bonsoir, Samuel. Vous êtes le directeur exécutif du PACID et vice-président pour l'Afrique de l'Ouest de l'ECOSOC. Vous suivez donc de très près la situation au niveau de la Guinée. Est-ce qu'on peut dire que finalement, Alpha Condé a réussi son coup du troisième mandat? Oui, je peux le dire comme ça, parce que l'histoire, on la connaît maintenant en Afrique, et on sait que quand ça commence comme ça, généralement, ça finit par être consommé. Donc, on peut tout à fait dire qu'il a bien réussi son coup, puisque aujourd'hui, on ne sait plus exactement ce qui peut l'amener à faire marche arrière. Ouais. Bon, il a modifié la Constitution dans des conditions qui ont été contestées. Et il a choisi d'aller aux élections pour la troisième fois, ce qui n'était pas du goût de tout le monde. Il a choisi d'organiser les élections. Il a proclamé les résultats. Il est élu. Aujourd'hui, on ne sait vraiment plus ce qui peut le ramener en arrière. Donc, on peut dire qu'il a bien réussi son coup. Mais est-ce que vous n'avez pas le sentiment que ça a été un peu trop facile? Personnellement, je dirais ça. Personnellement, je dirais ça parce que, au nom de la démocratie et de toute la mobilisation qu'il y a au niveau international pour avoir une société paisible, une société totalement pacifique et durablement en plus, durablement pacifique, et qui doit se baser sur des conditions démocratiques qui permettent l'expression, la libre expression des citoyens et puis aussi un leadership responsable, désintéressé des dirigeants. Dans ce contexte-là, on s'attendrait normalement à ce qu'il y ait eu plus de voix qui s'élèvent pour lui demander d'arrêter à un moment donné du processus. Mais tout le processus est arrivé au bout aujourd'hui et donc on peut dire que presque tout est consommé. L'opposition, on le sait, au niveau de la Guinée, n'a pas réussi à inverser le rapport de force. Il y a eu des manifestations, plusieurs mois même avant la modification de la Constitution. Après la modification de la Constitution, ça a continué jusqu'à l'élection. Pourquoi tout cela n'a pas pu permettre de modifier ce rapport de force? Me répondre à cette question, c'est un peu compliqué, mais c'est de dire, par exemple, j'ai l'impression qu'il y a une sorte d'expertise qui commence à se développer dans la gestion des manifestations. Oui. Et donc, comme la plupart des élections en Afrique génèrent ces manifestations de rue, il s'est développé une sorte d'expertise dans la gestion pour pouvoir contenir ces manifestations de rue, ce qui fait que quand ça commence, on s'attend à ce que ça mette la pression sur le dirigeant en place qui accepte à un moment donné de quitter le pouvoir, comme on en a vu avec Yahya Jammeh et tout ça. Mais on a compris aussi que depuis un certain moment, ça ne va plus jusqu'à ce niveau. C'est plutôt la répression qui prend le dessus et les citoyens finissent par se résigner. Est-ce que ça veut dire que l'expression populaire qui est la manifestation ne fait plus écho, ne reçoit plus d'écho auprès des dirigeants? Vous savez, un dirigeant qui choisit d'aller à un troisième mandat, il s'est déjà armé psychologiquement contre un certain nombre de choses. Il sait qu'il affronte une situation qui va être anormale et que lui-même déjà, il doit être costaud, il doit se montrer vraiment fort pour pouvoir affronter la situation. Ce n'est pas quelqu'un qui va céder à la moindre pression dans la rue. Et il s'est déjà armé contre ça. Et c'est malheureusement ce que nous voyons et qui est regrettable. Parce que
dans la constitution de la plupart de presque tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, du moins, et de tous les États de l'Afrique, la démocratie est en bonne place. Tous les régimes sont des régimes démocratiques. Mais le problème est là. Dans un pays, dans un État démocratique, la volonté populaire doit normalement prendre le dessus sur la volonté individuelle des dirigeants politiques, mais on voit que c'est plutôt l'inverse qui se produit et ce n'est pas une bonne nouvelle pour l'Afrique. Cellou Dalein Diallo, le chef de file de l'opposition, arrivé second à cette présidentielle, continue de revendiquer sa victoire. Il estime que les résultats ont été truqués. Il a intérêt à se raviser parce que le vin est tiré, il doit le boire. Vous savez, perdre une élection n'est jamais une chose facile. Aller à une élection, ça demande tellement d'efforts, tellement d'énergie, tellement aussi d'investissement que accepter sa défaite, surtout quand les résultats ne vous paraissent pas suffisamment transparents, c'est toujours problématique. Mais quand on voit un peu le cheminement de l'histoire, l'histoire au niveau de la Guinée, personne ne s'attendait à ce que la CENI ou je ne sais pas quoi proclame la victoire de Cellou Dalein Diallo. Parce que tout était organisé pour qu'Alpha Condé passe. Et il est passé. C'est ce qui était organisé. Le contraire aurait surpris tout le monde. Maintenant que c'est comme ça, quelle doit être l'attitude de Cellou Dalein Diallo? Bon, c'est un peu compliqué pour lui d'avaler cela, mais il finira à un moment donné par avaler ça. Et puisque l'autre a l'armée derrière lui, l'opposant fait descendre la population dans la rue, on leur tire dessus, on leur porte atteinte grave à leur intégrité physique, tout ça, à un moment donné, ils vont finir par se résigner. Et je crois que ça va être un coup dur pour Cellou Dalein Diallo. Cellou Dalein Diallo a fait partie du FNDC, le Front National pour la Défense de la Constitution, qui était contre d'abord le principe même de modification de la Constitution, tel que proposé par Alpha Condé, et puis après qui a manifesté pour dénoncer les conditions d'organisation des élections. Rien de tout cela n'a bougé, mais il a accepté de participer au jeu. Est-ce que lui-même n'a pas été un peu complice de ce qui s'est passé? Vous lui aurez proposé quelle solution? Le boycott. Partout en Afrique, le boycott n'a jamais été une bonne solution. Bon, prenons le cas de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que le boycott a apporté? Aucune solution. Même au Togo, ici, on a vu des élections avec le boycott de l'opposition. Qu'est-ce que ça a donné? Je crois que les gens tirent des leçons de l'histoire aussi. Mais à un moment donné, on est contraint parce que demain, ses propres militants vont dire que si tu étais allé, tu aurais gagné. Qu'à voir déjà tous ceux qui se mobilisaient derrière toi, ça veut dire que non seulement il aura des problèmes parce que qu'il n'a pas participé aux élections, mais en même temps, il aura des problèmes à faire face à l'opinion de ses... voilà. Ça va être très grave pour lui. C'est quand même une présidentielle qui a fait plusieurs dizaines de morts, que ce soit avant ou pendant ou après. Mais on a quand même vu la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. On a vu l'Union africaine qui ont avalisé le scrutin, félicité même le vainqueur. Finalement, qu'est-ce qu'il faut dire que ces institutions, la communauté internationale fait plutôt le choix de la stabilité au détriment de la démocratie? Bon, est-ce que c'est à la communauté internationale qu'il appartient de faire des choix à la place des peuples? Ça, c'est quelque chose c'est une anomalie qui commence à se développer en Afrique. Parce qu'on finit par se poser la question de savoir quelles sont les valeurs de base, quelles sont les valeurs que la communauté internationale même défend. Est-ce que la communauté internationale est toujours positionnée sur les droits de l'homme? Si c'est le cas,
Disons que même une seule vie de perdu, c'est déjà trop. Et pourquoi à chaque élection, on doit en arriver toujours à des pertes en vies humaines importantes, mais que la communauté internationale n'intervienne pas dans le sens de la défense de ces droits, de la protection des droits des citoyens, mais plutôt rester dans un certain silence un peu coupable, laisser faire les choses et puis après revenir pour... Bon, qui a dit que si Cellou Dalein Diallo, par exemple, prenait le pouvoir, qu'il y aurait instabilité? Rien ne montre qu'il y aurait instabilité avec le changement du pouvoir. Oui. Dans une bonne démocratie, il y a le changement des leaders, mais il y a une stabilité, une bonne continuité voilà, dans la gestion du pouvoir. Et malheureusement, la communauté internationale continue de nous donner cette impression comme si c'est celui qui est là qui peut continuer à garantir la stabilité. Je ne pense pas que ça soit vraiment tout à fait vrai. Je ne le pense pas et je crois que la communauté internationale doit pouvoir arriver à un moment donné à faire un peu de recul par rapport à ces positions dans le cadre des élections, surtout parce que c'est dans le cadre des élections que les problèmes sont plus corsés à gérer. Parce que ces États sont tous des États souverains et puis voilà. Et quand il s'agit de financer le développement, on ne voit plus trop la souveraineté, mais quand il s'agit de défendre les choix politiques, on dit non, ça c'est notre souveraineté, c'est nous-mêmes. Personne ne nous imposera rien. Voilà, c'est un peu comme ça que ça se passe. Mais il y a eu aussi cette sorte de silence coupable, parce qu'aujourd'hui, l'astuce trouvée par plusieurs chefs d'État, quand ils viennent, ils trouvent une constitution avec des mandats limités. Ils attendent d'être vers la fin de leur second mandat, proposent une réforme constitutionnelle. Après, le principe de la rétroactivité ne s'appliquant pas, ils peuvent prétendre à diriger ad vitam. Et la communauté internationale est silencieuse face à cela. Et c'est là justement que la communauté internationale devrait aider à faire la différence. La communauté internationale devrait mettre le maximum de pression sur ces dirigeants qui veulent changer la constitution d'un État juste pour leurs intérêts. Ça, ce n'est pas normal. Et la CEDEAO qui, à un moment donné, assumait le leadership de cette question-là en Afrique entière, la CEDEAO est en train de faire du recul sur cette question. Parce qu'avant, on savait que quand on prend certaines régions de l'Afrique, comme l'Afrique centrale, on sait que c'est beaucoup plus des souverains. Mais ici, en Afrique de l'Ouest, on était vraiment le modèle à suivre. Mais maintenant, là, avec les cas qui se produisent et qui vont aussi inspirer d'autres, on ne l'espère pas, mais ça risque d'inspirer d'autres. Et si ça continue comme ça, notre région va beaucoup reculer sur cette question. Au niveau de la Guinée, le président Alpha Condé se dit quand même, semble être conscient des difficultés actuelles, de la tension qui règne actuellement et propose un dialogue. Il se dit ouvert à un dialogue. Vous le trouvez sincère ? Non, c'est un schéma qui commence à devenir aussi un peu classique maintenant dans l'histoire des élections en Afrique. Et les derniers cas que nous avons en Afrique de l'Ouest, c'est un peu un schéma qui est tout tracé. Vous changez la constitution, vous restez ferme et vous organisez les élections, on proclame votre victoire et après maintenant la main tendue. Ça, c'est des choses que tout le monde peut déjà savoir à l'avance. C'est pas... c'est des réactions qui sont totalement prévisibles. Parce que tout le monde sait que le cheminement, ça ira jusque-là. Parce que le pays ne peut pas vivre éternellement dans la tension.
Et donc, il faudra à un moment donné chercher l'apaisement. Mais on cherche l'apaisement quand on s'est assuré qu'on a le pouvoir. On a fait déjà ce qu'on veut. Et maintenant, on peut tendre la main et puis, au besoin, faire des compromis, proposer certains postes pour décanter un peu la situation. Et c'est ça qui se passe maintenant. On verra si Cellou Dalein Diallo prendra la main tendue ou pas. Maintenant, est-ce qu'il aura le choix aussi? Je ne pense pas trop, parce qu'il n'y a pas d'option. Quand on fait une analyse d'options, je ne trouve pas d'autres options. Je ne trouve pas d'autres options. Il ne peut pas prendre les armes, voilà. Alors que les dictateurs qui sont au pouvoir, c'est seules les armes qui les inquiètent. En dehors de ça, plus rien. Et donc, faire descendre les gens de la rue, on va en avoir pour des morts encore. Ouais. Et je crois pas qu'il pourra continuer dans ce sens-là trop longtemps. À un moment donné, lui-même, il va se dire qu'il ne va pas continuer à faire tuer les enfants, les Guinéens pour rien. Et puis, il n'y a pas d'autres options. Même si tu refuses le dialogue aussi, le problème va se régler comment? Quelle sera la solution possible? Et donc, à un moment donné, le dialogue, ça va nécessairement avoir lieu. Mais on passera quand même du temps. Parce que l'histoire, les acteurs politiques, ils ont aussi dans leur mémoire des expériences de ces dialogues-là. Et parce que le dialogue, l'offre de dialogue même en soi n'est pas un problème pour eux. Ouais. Mais c'est comme vous l'avez si bien dit, est-ce que l'autre en face qui propose, celui qui tend la main, est-ce qu'il est sincère? Comment savoir qu'il est sincère? Et pour répondre à cette question, quand il se réfère à des expériences passées, il y en a beaucoup où des engagements ont été pris, mais qui n'ont pas été tenus. Et ça fait que ça crée quelques réticences au niveau des opposants pour le dialogue. Mais moi, je pense quand même qu'à un moment donné, le dialogue aura lieu. Donc, l'opposition a intérêt à participer à un éventuel dialogue. Tout acteur politique a intérêt à participer à un dialogue. Le seul problème, c'est le problème de garantie de sincérité. C'est ce seul problème qui est là. Mais comme je le disais, même si à un moment donné, on n'est pas sûr à 100% que l'autre est sincère, il y a aussi la vie politique, c'est une vie dynamique. Ouais. L'opinion aussi est là. Des gens font des manipulations, des gens vont commencer à faire des déclarations, tout ça, ça va mettre un peu de pression et puis finira par accepter d'aller au dialogue pour qu'on ne dise pas que c'est lui qui a refusé le dialogue. Mais quand... l'idéal serait quand même qu'on ne fasse pas juste un dialogue de plus, mais qu'un dialogue apporte des solutions réelles au peuple. C'est ça. Mais quand on sait que la Guinée vient de sortir de la présidentielle, la Guinée avait déjà fait les législatives il y a 1 ou 2 ans, si je ne m'abuse. Donc, il n'y a plus d'élections majeures en face. Finalement, ce dialogue va régler quelles questions? Puisque si on pose la question de la composition de la CENI, de la composition de la Cour constitutionnelle, un certain nombre d'institutions, il n'y a plus d'impact immédiat sur les élections. La présidentielle vient en 2026, les législatives peut-être en 2023. Ouais. Donc... À la limite, ça peut régler un problème ça peut amener au partage du pouvoir. Ouais. Ça peut amener au partage du pouvoir si Cellou Dalein Diallo accepte de jouer le jeu. Mais parfois aussi, ce partage de pouvoir comporte toujours des risques de perte de crédibilité vis-à-vis de l'électorat. Parce qu'il y a des gens qui vont dire tout de suite que vous avez accepté ça, vous avez mangé dans l'assiette du diable et donc ils ne veulent plus de vous. C'est aussi ça le risque. Mais il n'y a vraiment pas d'enjeu pour le dialogue, mais l'enjeu majeur sera de décanter la situation, d'apaiser la tension. Et je crois que si Cellou Dalein Diallo le veut, il pourra arriver à proposer, à obtenir un partage de pouvoir. Pendant ce temps, les partisans de Cellou Dalein Diallo continuent d'être traqués, d'être arrêtés. Il y a au moins 4 de membres de son parti qui ont été placés sous mandat de dépôt. C'est là où se pose aussi la question de sincérité. Quand on veut dialoguer au même moment, on arrête des opposants. Est-ce que on montre de la bonne foi?
si nous prenons la question comme ça, la réponse, elle est simple. Est-ce qu'on montre la bonne foi comme ça, en disant, je tends la main, mais pendant ce temps, je ramasse des gens autour de vous pour aller mettre en prison? Est-ce qu'on est sincère? On risque de dire non. On risque de dire non. Et je pense que si lui-même il est sincère, il va créer les conditions d'acceptation de l'offre du dialogue. Oui. S'il est sincère, il va créer ces conditions parce que vous ne pouvez pas demander que quelqu'un vienne au dialogue et que vous continuez à mettre la pression sur son entourage. C'est pas normal. Si le dialogue n'a pas lieu, c'est que lui-même, il n'aurait pas voulu. Il y a donc cette triptyque qu'on voit souvent en Afrique, élection, contestation, dialogue. Moi, j'ajouterais même un élément, élection, contestation, répression, dialogue. Oui. Ça se confirme? Malheureusement, oui. Malheureusement, oui, mais cette tendance doit être inversée dans l'intérêt supérieur des peuples africains. Parce que quand vous allez à l'Union africaine, qui est quand même l'organisme continental, oui. La vision qui est là s'appelle l'Afrique que nous voulons. Et quand vous prenez les 7 piliers de cette vision, le tout premier pilier que vous voyez, c'est que les peuples africains, ils veulent une Afrique intégrée, pacifique et prospère. Ouais, les peuples ne peuvent pas avoir cette aspiration profonde-là et que les dirigeants continuent de leur servir autre chose, et totalement le contraire de cette aspiration. Ce n'est pas une bonne chose. Tous les peuples en Afrique, parce que quand vous connaissez l'histoire de cet agenda même, de cette vision, ce n'est pas une vision inventée par les dirigeants. C'est les techniciens qui ont promené des micros dans les rues d'un échantillon de pays africains pour demander aux citoyens lambda quelle Afrique vous voulez. Et les gens ont répondu, on veut une Afrique prospère, une Afrique intégrée, une Afrique influente, une Afrique... C'est comme ça que les gens ont exprimé leur aspiration et ça a été traduit par les techniciens dans les 7 aspirations que nous connaissons. Mais aujourd'hui, on a l'impression que la réalité va plutôt dans le sens contraire. Et cette année, en plus, nous sommes dans l'année du silence des armes. Mais quand on voit tout ce qui se passe avec les élections, les élections commencent maintenant à devenir le facteur clé de violence sur le continent. Et ça, ce n'est pas normal. On parle de la Guinée, mais il y a aussi situation quasi similaire au niveau de la Côte d'Ivoire. Finalement, est-ce que l'Afrique de l'Ouest n'offre pas le spectacle d'un recul démocratique? Oui, ça on en parlait tout à l'heure. On disait que la CEDEAO faisait avant en sorte que l'Afrique de l'Ouest était considérée comme la région leader parmi les 5 régions du continent en matière de démocratie. Et c'est dans cette région-là que la CEDEAO martelait pour que la question du 3e mandat, tout ça là, que ça n'ait pas lieu. Et je crois qu'à un moment donné, 13 ou 14 pays sur 15, 14 pays sur 15 avaient connu l'alternance. Et voilà, quand on prend les présidents qui étaient en place, leur durée, ça variait de 2 ans à... Il n'y avait pas de grande longévité au pouvoir comme aujourd'hui, ça commence à l'être. Et on peut tout à fait dire, sans risque de se tromper, que cette tendance-là conduit l'Afrique de l'Ouest à un recul. Et si la tendance-là n'est pas inversée, on s'éloignera davantage des idéaux démocratiques dans notre région. Mais comment on inverse cette tendance-là? Quand on prend par exemple l'Afrique de l'Ouest, ces questions, c'est à la CEDEAO qu'il appartient de les régler. Le problème, c'est que l'organe de décision de la CEDEAO, c'est la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Ces mêmes chefs d'État qui sont coupables de ce que nous dénonçons. Oui, justement, ils prennent des décisions pour eux-mêmes. Ils prennent des décisions pour eux-mêmes. Et donc, aujourd'hui, si vous prenez pour X, demain, X va aider à prendre pour vous aussi. Et donc, ces mécanismes de décision dans la perspective d'une bonne gouvernance doivent être revus à un moment donné. Il faut que la CEDEAO trouve même un mécanisme de consultation populaire pour aider à développer d'autres mécanismes de gouvernance pour ne pas reposer les prises de décision uniquement sur les voix des chefs d'État. Cela n'est pas normal parce que tous les chefs d'État de la région presque
maintenant sont animés par ce désir-là de changer la constitution, de se représenter en dehors du président nigérien Issoufou Mahamadou qui est en train de faire l'exception. Oui. Il donne un signal fort et on espère que d'autres le suivront au lieu d'aller toujours dans l'autre sens. Son leadership, on espère que ça fera effet de boule de neige. Sinon, si ces présidents qui donnent le bon exemple n'arrivent pas à prendre le dessus, on ne sait plus ce que la région va devenir. Oui, justement, les peuples de cette région de la CEDEAO regardent et il suffit de voir les réactions. On sent que les peuples ne partagent pas du tout cette manière de faire. Finalement, est-ce que si on laisse faire, cette CEDEAO ne risque-t-elle pas de davantage créer cet écart entre les peuples et les dirigeants? Ça, c'est un risque qui est réel. Maintenant, la question est de savoir qu'est-ce que les peuples même font pour changer cette CEDEAO. Le problème, c'est qu'elles n'ont pas aussi trop d'emprise là-dessus. Parce que les peuples ne sont, consultés pour rien du tout. La question monétaire, c'est une question, on en a fait une question élitiste, les dirigeants, quelques intellectuels. Les questions de gouvernance, les peuples ne sont... Il n'y a pas de mécanisme de consultation populaire. Oui, les mécanismes de consultation devraient venir de la volonté des dirigeants. C'est clair. Mais de l'autre côté, il y a l'initiative spontanée aussi des peuples même. Disons peuples, mais parmi ces peuples-là, il y a quand même beaucoup d'hommes éclairés. Bien sûr. Vous avez des think tanks, vous avez des enseignants, chercheurs, vous avez beaucoup de gens qui peuvent initier même si dans toutes les rues des capitales de la CEDEAO, les populations manifestent avec des pancartes, nous voulons une CEDEAO ça, nous ne voulons plus cette CEDEAO, etc. Je crois que si le peuple se lève vraiment contre la CEDEAO sera obligée de se refaire. La CEDEAO sera obligée de se refaire. Mais si les peuples sont là, en subissant seulement, dans le silence, sans jamais réagir, là où un dirigeant ne ressent aucune pression, rien ne l'amène à bouger. Hein. Il est dans son confort. Ouais. Peut-être qu'il faut que vous aussi, acteurs de la société civile, jouiez ce rôle. Ah mais bien sûr, c'est les organisations de la société civile qui incarnent justement la voix des peuples. Et c'est à ce niveau-là. Mais vous savez, les problèmes du continent sont extrêmement compliqués. Parce que les organisations de la société civile aussi ont beaucoup de limites. Mais progressivement, on espère que ça va changer. Ça va changer parce que si les peuples ne changent pas leurs institutions, c'est sûr que les dirigeants ne vont pas facilement les changer. C'est sûr. Komi Akpa, merci à vous d'être passé répondre à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes le directeur exécutif du PACID et vice-président Afrique de l'Ouest de l'ECOSOC. Voilà qui nous amène à un moment de pause et puis le journal Les Regards Croisés.